Il se passe quelque chose en vous que la plupart des gens ne comprendront jamais. Et le pire, vous-même, vous ne savez toujours pas exactement de quoi il s'agit. Mais je sais, et je vais vous le dire maintenant. Vous réfléchissez trop. Vous ressentez trop. Vous analysez chaque détail de chaque situation avant d'agir. Vous voyez ce que les gens autour de vous ne voient pas. Vous remarquez des schémas, des motivations cachées, des contradictions. Et même si tout le monde autour de vous semble vivre léger, heureux, en apesanteur, sans aucun doute, vous portez un fardeau que personne ne vous a demandé de porter. Et voici la douloureuse vérité. Plus vous êtes conscient, plus il est difficile de simplement vivre. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que ce que je vais vous révéler ici n'est pas une motivation bon marché. Ce n'est pas un slogan. Il s'agit d'un diagnostic psychologique précis de ce qui vous arrive et de la raison pour laquelle votre conscience, qui devrait être un cadeau, ressemble parfois à une malédiction. Si vous avez déjà pensé que vivre automatiquement serait plus facile, qu'ignorer serait plus confortable, qu'être moins soi serait une forme de repos, cette vidéo est faite pour vous. Et avant de continuer, écrivez dans les commentaires maintenant un mot. Juste un. Le premier mot qui vient quand je vous demande « Que ressentez-vous lorsque vous êtes seul avec vos propres pensées ?» Juste un mot. Pas besoin d'expliquer. Juste un mot. Cela aura bientôt plus de sens. Commençons par le début. Pas depuis vos débuts. Dès le début d'un personnage. Imaginez un garçon. Dès son plus jeune âge, il a remarqué des choses que les autres ne voyaient pas. Pendant que les enfants jouaient sans réfléchir, il regardait. Tandis que les autres riaient, il se demandait pourquoi ils riaient. Il voyait les gens plus profondément, leurs peurs, leurs masques, leurs contradictions. Et savez-vous ce qui est arrivé à ce garçon? Il a grandi en se sentant différent. Ni plus haut, ni plus bas, différent. Comme s'il était né dans un monde qui n'avait pas été construit pour lui. Comme si la fréquence à laquelle il vibrait était incompatible avec la fréquence du milieu environnant. Ce personnage existe dans plusieurs animes. Il existe chez Light Yagami, qui considérait le monde comme corrompu et ne pouvait pas simplement l'accepter. Il y a dans Lelouch 6 Britannia, qui portait le fardeau de voir l'ensemble du système avec une clarté dévastatrice. Cela existe chez Shinji Ikari, qui a tout ressenti avec une intensité qui le paralysait. Cela existe chez Goethe, qui a été forgé par la douleur de ne jamais pouvoir être simple, de ne jamais pouvoir se reposer. Et cela existe en vous, parce que vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Les gens qui vivent de l'automatique ne recherchent pas ce genre de contenu. Les gens qui ne réfléchissent pas trop ne s'arrêtent pas pour écouter une vidéo sur la conscience. Vous êtes ici parce que quelque chose en vous reconnaît ce qui se dit. Et cette reconnaissance a un nom. Hyperconscience. L'hyperconscience est l'état psychologique dans lequel l'esprit opère à un niveau de traitement supérieur à la norme. Ce n'est pas simplement une question d'intelligence. C'est une manière différente d'exister au monde. Jean-Paul Sartre, le philosophe français, a dit un jour quelque chose qui vous interpellera. L'existence précède l'essence. L'existence précède l'essence. Traduisant d'un point de vue psychologique, vous n'êtes pas né avec un objectif fixe. Vous devenez qui vous êtes en fonction de vos choix, de vos réflexions, de votre conscience de vous-même. Et c'est libérateur, mais c'est aussi dévastateur. Parce que celui qui ne pense pas à lui-même vit tout simplement. La personne qui pense trop à elle-même remet en question chaque étape avant de la franchir. Albert Camus, un autre philosophe français, a qualifié cela d'absurde. La condition humaine d'être suffisamment conscient pour réaliser que la vie n'a pas de scénario tout fait et de devoir quand même vivre cette vie. Il a dit que la plupart des gens résolvent cette absurdité en la fuyant. Par la religion, par la routine, par le divertissement, par l'alcool, par le bruit constant. Mais toi, vous ne pouvez pas vous échapper, parce que votre esprit ne vous le permet pas. Et c'est là que commence le vrai problème. Laissez-moi vous poser une question qui va vous déranger. À quand remonte la dernière fois où vous avez simplement vécu un moment sans l'analyser? À quand remonte la dernière fois que vous avez apprécié quelque chose, un repas, une conversation, un rire sans en même temps vous observer vivre ce moment? Pensez vraiment. La plupart des personnes hyperconscientes vivent dans un état que la psychologie appelle métacognition constante. Vous ne vous contentez pas de penser. Vous réfléchissez à votre réflexion.
Vous ne vous contentez pas de le ressentir. Vous remarquez ce que vous ressentez et vous vous demandez pourquoi vous le ressentez. Vous ne vous contentez pas d'agir. Vous analysez l'action avant, pendant et après qu'elle se produise. Et c'est fatigant. C'est fatigant d'une manière qui n'a pas de nom facile. Parce que tu te réveilles fatigué. Vous dormirez fatigué. Et les gens autour demandent « Pourquoi es-tu toujours aussi sérieux ?» ou « Pourquoi tu compliques tout ?» Et tu ne sais pas comment expliquer que la vie, pour toi, n'est pas simple parce que ton esprit ne le permet pas. Cela a un coût. Et je vais parler de ce coût maintenant. Le coût de l'hyperconscience comporte 3 facteurs C. La première facette est l'isolement. Pas nécessairement l'isolement physique, mais l'isolement interne. Le sentiment que personne autour de vous ne comprend vraiment ce qui se passe en vous. Ces conversations superficielles vous vident au lieu de vous nourrir. Que vous êtes toujours à 2 endroits à la fois, dans le monde extérieur que tout le monde voit, et dans le monde intérieur que vous seul habitez. Fyodor Dostoïevski, l'écrivain russe qui a influencé des générations de psychologues, a décrit cet état dans le personnage de Raskolnikov dans Crime et Châtiment. Un homme si conscient, si analytique, si capable de voir au-delà de l'ordinaire qu'il est devenu prisonnier de sa propre pensée. Dostoïevski n'écrivait pas de fiction. Il décrivait une véritable condition humaine. Le deuxième visage est la paralysie. Lorsque vous voyez trop de variables, prendre des décisions simples devient impossible. Parce que vous voyez les conséquences, vous voyez les risques, vous voyez les possibilités d'erreur. Et puis tu restes immobile, pas par faiblesse, mais à cause d'un traitement excessif. Les neurosciences portent un nom pour cela, paralysie de l'analyse. C'est à ce moment-là que le cortex préfrontal, la partie de votre cerveau responsable du raisonnement et de l'analyse, devient si actif qu'il empêche l'amygdale d'agir simplement par instinct. Les personnes moins conscientes agissent plus rapidement parce qu'elles traitent moins de choses. Et vous vous punissez pour cela. Vous vous dites indécis, faible, incapable. Mais ce n'est pas ça. C'est votre cerveau victime de ses propres capacités. Le troisième visage, et c'est le plus douloureux, est la solitude existentielle. Le sentiment que le monde a été construit pour des gens qui ne réfléchissent pas beaucoup. Ce bonheur est plus accessible à ceux qui ne le remettent pas en question. Qu'il serait plus facile d'être moi. Cette conscience est parfois un fardeau que l'on n'a pas demandé de porter. Si vous avez ressenti quelque chose en ce moment, une emprise, une reconnaissance, un désir de continuer à regarder pour voir où cela mène, j'ai besoin que vous l'écriviez dans les commentaires. Écrivez « Je me reconnais » ou « Quelqu'un que je connais est comme ça ». Pas parce que j'ai besoin du commentaire, mais parce que nommer ce que l'on ressent est le premier véritable acte de prise de conscience de soi. Et vous comprendrez pourquoi c'est important dans un instant. Maintenant, je veux que vous fassiez attention à ce que je vais dire, car c'est dans cette partie que la plupart des vidéos tournent mal. La plupart des contenus de développement personnel vous disent d'arrêter de trop réfléchir, comme si c'était un choix simple. Comme si vous vous réveilliez demain et décidiez simplement d'être différent. C'est un mensonge confortable. Et je ne vous dirai pas de mensonge confortable. Vous n'arrêterez pas de trop réfléchir, car trop réfléchir n'est pas une habitude. C'est une architecture neurologique. C'est la façon dont votre cerveau a été façonné par l'expérience, par un traumatisme, par l'apprentissage, par une vie passée à traiter le monde d'une manière plus profonde que la moyenne. Mais vous pouvez faire quelque chose. Et c'est ce que je vais vous apprendre aujourd'hui. Vous pouvez apprendre à utiliser cette conscience sans vous laisser consumer par elle. Il y a une différence fondamentale entre 2 manières d'exister avec un tel esprit. La première est la conscience réactive. Vous traitez tout, vous êtes ému par tout, vous êtes affecté par tout. Chaque idée se transforme en anxiété. Chaque analyse se transforme en paralysie. Chaque perception devient un poids. La seconde est la conscience active. Vous traitez tout, mais vous choisissez quoi faire de ce que vous traitez. Vous n'êtes pas victime de votre propre esprit. Vous êtes l'observateur. Vous êtes l'architecte. Et la transition entre ces 2 manières d'exister, c'est ce vers quoi toute cette vidéo s'appuie. Continuez. Je souhaite vous présenter un concept de la psychologie française qui va changer la façon dont vous vous voyez. Jacques Lacan, psychanalyste français, considéré comme l'un des plus grands intellectuels du XXe siècle, a développé l'idée du sujet supposé savoir. Le gars censé savoir. En termes simples, la personne hyperconsciente s'attend en interne à connaître toutes les réponses.
que votre conscience devrait suffire à tout résoudre. Et lorsque vous ne le résolvez pas, lorsque vous réfléchissez, analysez, traitez et que vous souffrez encore, faites toujours des erreurs, ne parvenez toujours pas à simplifier, vous vous sentez comme un échec. Mais Lacan disait, la connaissance n'est jamais complète. La conscience n'est pas une destination. C'est un processus. Traduction. Vous n'êtes pas fauché parce que vous n'avez pas compris comment vivre simplement. Vous êtes en cours. Et ce processus comporte des étapes dont personne ne vous a parlé. Je vais maintenant raconter comment ce problème a commencé. Pas en termes abstraits, en termes réels. L'hyperconscience, dans la plupart des cas, ne surgit pas de nulle part. Elle est née dans un environnement où la réflexion était nécessaire pour survivre émotionnellement. Peut-être avez-vous grandi dans un environnement où les émotions des adultes qui vous entouraient étaient imprévisibles, où il fallait lire l'humeur des gens avant d'agir pour éviter les conflits, où le silence avait un sens, où le ton de la voix avait du poids, où chaque geste devait être interprété. Ou peut-être avez-vous grandi dans un environnement où vous deviez être le grandi avant l'heure, où les responsabilités émotionnelles de la famille vous incombent, où vous avez appris à anticiper les problèmes avant qu'ils n'arrivent. Ou peut-être étiez-vous simplement différent, plus sensible, plus attentif, plus capable de remarquer les nuances que les autres ignoraient, et avez-vous appris que cela faisait de vous une cible. Et puis il a appris à utiliser la pensée comme bouclier. La psychologie appelle cela l'hypervigilance adaptative, un mécanisme de défense qui, à un moment donné de votre vie, a été nécessaire. Et maintenant, même lorsque le danger n'existe plus, cela continue de fonctionner. Continuez le traitement. Continuez à analyser. Parce que votre système nerveux n'a jamais été autorisé à se reposer. Pensez au trip de Berserk. Il n'est pas né violent, il n'est pas né fermé. Il a été façonné par un monde qui ne lui a jamais assuré la sécurité. C'est ainsi qu'il s'est construit une armure interne de raisonnement constant, de méfiance, de vigilance qui le protégeait. Mais cela l'a également emprisonné. Vous n'êtes pas différent. Votre esprit analytique n'est pas un défaut d'usine. C'est une cicatrice fonctionnelle. Et les cicatrices peuvent être honorées sans que vous ayez à vous faire du mal. Voici quelque chose qui fera mal à entendre. Mais vous devez écouter. La simplicité que vous voyez chez les autres, et parfois l'envie, n'est souvent pas de la sagesse. C'est l'inconscience. Ce sont des gens qui ne traitent pas suffisamment, qui ne comprennent pas les conséquences de leurs choix, qui vivent dans l'immédiat parce qu'ils n'ont pas la capacité de voir au-delà. Et vous avez cette capacité. Et c'est précieux. Le problème n'est pas que vous réfléchissez trop. Le problème est que vous n'avez pas encore appris à vous reposer dans vos pensées. Simone de Beauvoir, philosophe française, l'un des esprits les plus brillants du XXe siècle, a écrit sur la liberté authentique versus la liberté d'évasion. Elle a dit que beaucoup de gens choisissent la mauvaise foi, un état d'illusion dans lequel ils prétendent n'avoir aucun choix, aucune conscience, aucune responsabilité parce que la vraie liberté fait peur. On ne peut pas tomber dans la mauvaise foi. Vous ne pouvez pas prétendre que vous ne voyez pas ce que vous voyez. Et cela vous condamne à une vie plus intense, plus remise en question, plus pesante. Mais cela vous condamne aussi à une vie plus profonde, plus significative, plus authentique. La question n'est pas de savoir comment cesser d'être ainsi. La question est de savoir comment faire cela sans vous détruire. Abonnez-vous à la chaîne maintenant. Pas parce que je te demande une faveur, mais parce que ce qui vient ensuite, et ce que je publie chaque semaine, est exactement ce genre de contenu. Un vrai diagnostic. Psychologie appliquée à la vie. Pas de superficialité, pas de motivation creuse. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous recherchez quelque chose que la plupart des chaînes ne proposent pas. Et je m'engage à livrer. Le like sur la vidéo n'est pas pour moi. C'est votre signal à l'algorithme que ce type de contenu devrait toucher davantage de personnes qui ont besoin de l'entendre. Faites-le maintenant et revenez à la vidéo. Je vais maintenant vous présenter le concept central que je souhaite que vous reteniez de cette vidéo. C'est ce qu'on appelle la grossesse cognitive. Ce n'est pas un terme que vous trouverez facilement dans les livres d'auto-assistance, car l'auto-assistance préfère les réponses simples. Mais la psychologie cognitive française utilise ce concept pour décrire l'état dans lequel un esprit hautement conscient se retrouve submergé, non pas par le volume d'informations, mais par l'incapacité de les organiser. En d'autres termes, vous ne souffrez pas parce que vous réfléchissez trop.
Vous souffrez parce que tout semble également important. La conversation que vous avez eue il y a 3 ans et qui n'est pas résolue. Le projet que vous auriez dû démarrer mais vous ne l'avez pas fait. Le sens de votre existence. Ce que la personne que vous aimez pense vraiment de vous. Que se passe-t-il après la mort? Que allez-vous faire de votre vie? Ce que signifie être heureux. Pourquoi le monde est tel qu'il est? Tout cela, dans votre cerveau, est en compétition pour le même niveau d'attention. Et ce n'est pas de la philosophie. C'est la neurologie. Lorsque le cortex préfrontal ne dispose pas d'un système de filtrage efficace, il considère tout comme urgent. Et une urgence constante est un épuisement constant. Je vais maintenant vous montrer comment cela se manifeste dans la vie de tous les jours. Et je veux que vous remarquiez si vous reconnaissez ces modèles. Premier schéma, vous démarrez des projets mais avez du mal à les terminer. Pas par paresse, mais parce qu'au milieu du processus, on commence à se demander si ce projet a toujours un sens, si la direction est la bonne, s'il existe une meilleure voie. Et puis tu recommences. Ouah! Deuxième modèle, vous avez des difficultés avec les relations simples. Les conversations superficielles vous fatiguent. Vous avez besoin de profondeur, vous avez besoin d'honnêteté, vous avez besoin d'une véritable connexion. Et quand ils ne trouvent pas cela, ils préfèrent le silence. Troisième schéma, vous ressentez une tension constante entre qui vous êtes et qui vous pensez que vous devriez être. Comme s'il existait une version idéale de vous qui n'était pas encore arrivée et en attendant qu'elle arrive, vous vivez dans une sorte de mode provisoire. Quatrième norme, vous vous facturez de manière à ne pas facturer les autres. Vous pardonnez facilement les fautes des autres, mais ne pardonnez pas les vôtres. Rire. Cinquième modèle, le repos ne se repose pas. Vous prenez une journée pour ne rien faire et votre esprit continue de travailler. Et vous vous sentez coupable de ne pas vraiment vous reposer. Et cette culpabilité est plus fatigante que le travail. Reconnaissez-vous l'un d'entre eux? Écrivez dans les commentaires lequel des 5 modèles vous représente le plus. Juste le numéro 1, 2, 3, 4 ou 5. Parce que je veux comprendre qui est de l'autre côté de cet écran. Et parce que nommer le schéma qui vous retient est la première étape pour le briser. Je vais maintenant parler de quelque chose que la plupart des personnes hyperconscientes évitent d'admettre. Il y a une partie de vous qui a peur de simplifier. Ce n'est pas que vous ne puissiez pas le faire. C'est juste que tu as peur de ce que tu trouveras dans le silence. Que se passera-t-il lorsque l'esprit cessera de traiter? Du vide qui pourrait être là. Ou pire, la clarté qui peut être là. Parce que parfois, penser constamment est un mécanisme d'évasion sophistiqué. Vous pensez donc vous ne ressentez pas. Vous analysez pour ne pas agir. Vous procédez pour ne pas être confronté à la question simple qui se cache au fond de tout. Qui suis-je quand je ne pense pas? Albert Camus appelait cela l'exil intérieur. La condition d'être en conflit avec sa propre existence. De ne pas pouvoir habiter le présent parce que le présent semble trop petit pour un esprit comme celui-là. Et voici l'ironie dévastatrice que j'ai besoin que vous entendiez. La recherche de profondeur peut être une manière d'éviter la vie simple qui s'offre à vous. Vous analysez les relations plutôt que d'y être simplement. Vous réfléchissez au but de votre travail plutôt qu'au simple travail. Vous vous demandez si la joie que vous ressentez est réelle plutôt que de simplement la ressentir. Et la vie réelle, vivante, présente, passe tandis que vous l'analysez de loin. Je vais vous parler maintenant d'une expérience psychologique qui a changé notre façon de comprendre la conscience excessive. Dans les années 1990, le psychologue Timothy Wilson de l'Université de Virginie a mené une série d'études sur ce qu'il a appelé l'illusion de l'introspection. Il a découvert quelque chose de contre-intuitif. Plus les gens analysaient les raisons de leurs propres préférences et émotions, moins ils étaient satisfaits de leur choix. Pas parce qu'ils pensaient mieux, mais parce qu'une analyse excessive a déconnecté le traitement rationnel du traitement émotionnel. En termes simples, lorsque vous réfléchissez trop à ce que vous voulez, vous perdez le contact avec ce que vous voulez vraiment. Cela ne veut pas dire que l'analyse est mauvaise. Cela signifie qu'il existe un point d'équilibre où l'analyse sert la vie et un point où elle l'étouffe. Et la personne hyperconsciente ne sait presque jamais quand elle a arrêté d'analyser pour vivre et a commencé à analyser au lieu de vivre. Maintenant, je vais construire un pont entre le personnage et vous. Lelouch a vu Britannia Code Jazz. Si vous ne l'avez pas regardé, laissez-moi vous en dire l'essentiel. Lelouch est un prince banni. Depuis son enfance,
Il a été contraint de voir le monde tel qu'il est réellement, corrompu, injuste, construit sur des mensonges. Alors que d'autres vivaient dans l'illusion du système, lui envoyait les mécanismes. Tandis que d'autres acceptaient, il remettait en question. Et cela l'a rendu puissant. Et cela le rendait seul. Et cela le rendait incapable de simplement profiter d'un moment sans penser à ses implications stratégiques. Il y a une scène, peu citée mais qui est psychologiquement dévastatrice, où Lelouch est avec les gens qu'il aime, dans un rare moment de paix, et on voit sur son visage non pas la joie mais le calcul. Même au repos, l'esprit ne s'éteint pas. Même dans l'affection, il évalue, protège, anticipe. Et au final, sans spoiler complet pour ceux qui ne l'ont pas vu, le poids de la conscience ne le consume pas parce qu'il était faible, mais parce qu'il n'a jamais appris à exister en dehors de la pensée. Vous voyez-vous là-dedans? Pas dans la grandeur du personnage, dans la structure interne, dans l'impossibilité d'être simplement. Je vais vous donner le premier véritable outil maintenant. Pas une notion, une pratique. La psychologie cognitivo-comportementale appelle cela la diffusion cognitive. Le concept a été développé par Steven et au sein de la thérapie d'acceptation et d'engagement ACT. Le principe est simple mais profond. Vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes l'observateur de vos pensées. La personne hyperconsciente commet une erreur fondamentale. Elle se confond avec ses pensées. La pensée, ça ne marchera pas, devient une vérité. La pensée, je ne suis pas assez bien, devient une identité. La pensée, tout est trop complexe, devient une loi. La diffusion cognitive est le processus de création de distance entre vous et la pensée. Au lieu de « je n'y arriverai pas », vous vous entraînez à dire dans votre tête « j'ai l'impression que je n'y arriverai pas ». Cela semble simple. C'est profond, parce que lorsque vous identifiez la pensée comme étant une pensée et non comme une réalité, vous cessez d'être gouverné par elle. Vous commencez à le surveiller, et un observateur a un pouvoir sur ce qu'il observe. Cela n'élimine pas la profondeur de votre esprit. Cela vous donne le contrôle que vous souhaitez, il faut utiliser cette profondeur sans se laisser dévorer par elle. Mais il y a quelque chose d'encore plus fondamental. Et c'est ce qui sépare les gens qui ont un tel esprit et trouvent la paix, de ceux qui ont un tel esprit et s'effondrent. C'est le rapport à l'incertitude. L'esprit hyperconcis entretient une relation pathologique avec l'incertitude. Parce qu'il traite tellement de variables qu'il y aura toujours une variable qu'il n'a pas encore traitée. Il y aura toujours une question à laquelle on n'a pas encore répondu. Il y aura toujours une possibilité qui n'a pas encore été envisagée. Et puis l'esprit dit, je ne peux pas avancer parce que je ne sais pas encore tout. Mais voici la vérité libératrice. Vous ne saurez jamais tout. Et la vie n'attend pas la certitude. Le philosophe français Maurice Merleau-Ponty a développé le concept et être au monde. L'idée selon laquelle l'existence n'est pas quelque chose que l'on comprend de l'extérieur, à partir d'un lieu sûr d'analyse. L'existence est quelque chose que l'on vit de l'intérieur, en mouvement, en contact direct avec la réalité. Vous ne comprendrez pas la vie en y pensant de loin. Vous comprendrez la vie en la vivant et en laissant l'expérience éclairer la pensée, plutôt que de laisser la pensée détourner l'expérience. Je veux vous poser la question la plus importante dans cette vidéo. Et j'ai besoin que tu réfléchisses vraiment avant de continuer. À quoi ressemblerait votre vie si vous faisiez confiance à votre conscience au lieu d'en être prisonnier? Pas si tu arrêtais de réfléchir. Pas si vous devenez quelqu'un qui ne pose pas de questions. Mais si vous utilisiez tout ce que vous percevez, tout ce que vous traitez, tout ce que vous ressentez comme carburant plutôt que comme poids, la conscience que vous avez n'est pas ordinaire. Peu de gens voient ce que vous voyez. Peu de gens ressentent cela aussi profondément que vous. Peu de gens remettent en question avec autant d'honnêteté que vous. C'est le pouvoir. Un pouvoir que vous n'avez pas encore appris à utiliser. Et la différence entre la personne qui est détruite par sa propre conscience et la personne qui devient extraordinaire à cause d'elle n'est pas génétique. Ce n'est pas de la chance. C'est la structure interne. C'est la façon dont elle se rapporte à elle-même. Je vais parler maintenant de quelque chose que la plupart des personnes hyperconscientes expérimentent mais ne nomment jamais. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'observateur éternel. Vous avez toujours un pas de retard sur votre propre vie. Ne pas participer et regarder. Ne pas ressentir, cataloguer ce que vous ressentez. Ne pas vivre, documenter mentalement l'expérience de vivre.
Cela crée une dissociation subtile mais dévastatrice. Vous êtes dans le corps mais pas complètement dans le corps. Vous êtes dans la conversation mais une partie de vous observe la conversation de l'extérieur. Vous êtes dans le moment présent mais une partie de vous analyse le moment. Et le résultat? Même les meilleures expériences arrivent filtrées. Même la joie arrive atténuée. Parce qu'entre vous et l'expérience, il y a toujours la couche de pensée. Est-ce curable? Pas exactement. Mais il y a une gestion. Et cette gestion change tout. Le deuxième outil que je vais vous donner maintenant vient de la tradition bouddhiste zen, qui a profondément influencé la psychologie occidentale moderne, en particulier ce que nous appelons aujourd'hui la pleine conscience. Mais je ne vais pas vous parler de méditation au sens cliché. Je vais vous parler d'un principe spécifique appelé Shoshin en japonais, l'esprit du débutant. Shoshin est l'état mental dans lequel vous abordez l'expérience comme si c'était la première fois, sans les filtres accumulés, sans les catégories prédéfinies, sans le poids de tout ce que vous savez déjà ou pensez savoir. L'esprit hyperconcis fait le contraire du Shoshin. Elle arrive à chaque expérience avec toutes les analyses précédentes. Chaque nouvelle conversation est déjà chargée d'interprétation. Chaque nouveau projet est déjà chargé d'histoire. Chaque nouvelle relation est déjà chargée de modèles que vous avez identifiés dans les relations précédentes. Et vous manquez l'expérience brute. Vous manquez ce que l'expérience pourrait vous apprendre maintenant parce que vous avez déjà décidé de ce que cela signifie avant d'en faire l'expérience. Shoshin n'est pas naïf. C'est la discipline de maintenir l'ouverture malgré l'expérience. C'est utiliser ce que vous savez sans vous fermer à ce que vous ne connaissez pas encore. Et pour un esprit comme le vôtre, ce n'est pas naturel. Cela demandera de la pratique. Mais cela changera la texture de votre vie. Il y a un moment précis dans la vie des personnes hyperconscientes où quelque chose change, où le poids devient insupportable. Cela se produit généralement après une accumulation silencieuse. Des années d'analyse sans action. Des années de profondeur sans connexion. Des années à tout comprendre mais sans pouvoir simplement être heureux. Et puis la personne se demande, si je vois tant de choses, pourquoi ma vie semble-t-elle si coincée? Cette question est la question la plus importante que vous puissiez vous poser. Parce que cela révèle la contradiction centrale de l'hyperconscience. Vous utilisez votre esprit pour tout comprendre sauf pour comprendre ce qui vous empêche de vivre pleinement. Et ce qui l'empêche, ce n'est pas le manque d'analyse. C'est trop de protection. Votre esprit a développé un système de protection sophistiqué. Pensez à l'avance pour ne pas être déçu. Analysez au préalable pour ne pas commettre d'erreurs. Regardez d'abord pour ne pas être négativement surpris. Mais ce système de protection a un coût invisible. Il vous protège également des bonnes expériences, de vraies connexions, de joie spontanée, du risque nécessaire pour tout ce qui en vaut la peine. Vous êtes tellement occupé à protéger la vie que vous avez oublié de la vivre. Je vais maintenant vous parler de Viktor Frankl, le psychiatre autrichien qui a survécu à Auschwitz et a fondé la logothérapie, l'un des aspects les plus puissants de la psychologie existentielle. Frankl a observé quelque chose de fascinant dans les camps de concentration. Les personnes qui ont survécu n'étaient pas nécessairement les plus fortes physiquement. C'étaient eux qui pouvaient trouver un sens, même dans des souffrances extrêmes. Mais il a également observé quelque chose qui vous concerne directement. Il a dit que la souffrance provoquée par une trop grande réflexion sur sa propre souffrance est différente de la souffrance provoquée par des circonstances extérieures. C'est ce qu'il appelle la souffrance de second ordre. Vous souffrez, puis vous souffrez parce que vous souffrez, et ensuite vous souffrez parce que vous ne savez pas comment arrêter de souffrir. L'esprit hyperconcis se spécialise dans la souffrance de second ordre. Vous ne ressentez pas seulement de l'anxiété. Vous analysez l'anxiété. Vous craignez d'être anxieux. Vous vous demandez pourquoi vous êtes anxieux. Vous essayez de comprendre la racine de l'anxiété. Et en faisant tout cela, l'anxiété grandit. Frankl a proposé quelque chose de radical. Parfois la réponse est de ne pas comprendre la souffrance. Il agit malgré cela. Déplacez le corps. Faites la chose. Commencez sans tout résoudre au préalable. Et pour vous, cela va à l'encontre de tout ce que votre esprit veut faire. Parce que votre esprit veut comprendre avant d'agir. Mais la vie ne révèle souvent la compréhension qu'après l'action. Il y a un personnage qui représente cela mieux que tout autre dans la fiction japonaise. Rock Naruto. Pas le génie, pas l'élu. Le gars qui n'avait aucun talent pour ce qu'il aimait le plus.
Son esprit n'était pas extraordinaire en analyse. Il n'a vu aucun schéma caché. Il n'a pas traité le monde de manière complexe. Mais il a agi, toujours, sans espérer bien comprendre, sans attendre d'en être sûr, sans attendre de se sentir prêt. Et que s'est-il passé? Il est devenu l'un des combattants les plus respectés de la série. Pas parce qu'il avait arrêté de réfléchir, mais parce qu'il n'a jamais permis à la pensée d'être plus importante que le mouvement. Maintenant, je ne vous dis pas d'être comme Rock Lee. Vous avez un esprit qu'il n'avait pas, mais il y a quelque chose qu'il avait et que vous devez développer. Le courage de commencer avant d'être prêt. Je vais parler maintenant de la relation entre l'hyperconscience et le perfectionnisme, parce que ces deux-là vont toujours de pair. Le perfectionnisme n'est pas, comme beaucoup le pensent, le désir d'être excellent. Le perfectionnisme, selon le chercheur Brené Brown, une armure, une manière de se protéger de la honte, du jugement, du rejet. La logique interne est la suivante. Si je le fais parfaitement, personne n'aura rien à critiquer. Si je me prépare suffisamment, personne ne me surprendra. Si je réfléchis à toutes les variables, aucune surprise négative ne me détruira. Et puis tu ne le fais jamais. Ou vous le faites et n'êtes jamais satisfait. Ou vous êtes satisfait pendant 2 minutes avant de voir le prochain défaut. Cela a des racines profondes. Pour la plupart des gens, le perfectionnisme commence dès l'enfance, lorsque l'on apprend que l'amour ou l'approbation dépendent de la performance. Être suffisamment bon était plus sûr que d'être authentique. Montrer sa vulnérabilité avait un coût. Et l'esprit hyperconcis l'a appris de manière particulièrement intense. Parce qu'elle traite tout. Elle a donc appris le schéma de réussite de manière beaucoup plus détaillée que la personne moyenne. Et maintenant vous portez cette norme interne, ce juge implacable qui n'est jamais satisfaite, qui n'a jamais dit que c'était suffisant. Cela ne dit jamais que vous pouvez vous reposer. Voici la vérité que vous évitez. Vous êtes épuisé parce que vous êtes en guerre contre vous-même. Pas avec le monde. Comme toi, une partie de vous veut simplifier. L'autre partie ne le permet pas. Une partie veut se reposer. L'autre dit qu'elle ne le mérite pas. Une partie veut prendre des risques. Les autres cataloguent toutes les raisons pour lesquelles ça pourrait mal tourner. Et vous êtes paralysé dans cette guerre interne. Dépensez l'énergie qui devrait être utilisée pour vivre, pour se battre contre soi-même. Carl Rogers, un psychologue humaniste américain qui a eu une profonde influence sur la psychologie française, a développé le concept de congruence. L'état où ce que vous êtes intérieurement et ce que vous exprimez extérieurement sont alignés. Il a découvert que la plupart des souffrances psychologiques proviennent de l'incongruité, de la distance entre qui vous êtes réellement et qui vous pensez que vous devriez être. La personne hyperconsciente vit dans une incongruité constante, parce que votre conscience voit clairement qui vous pourriez être. Et la distance entre cet idéal et le présent semble insurmontable. Mais voici ce que Rogers a découvert. La congruence ne vient pas du fait de devenir un idéal. Cela vient du fait d'accepter qui vous êtes maintenant, complètement, sans condition. Et ensuite, par conséquent, bouger. Pas pour atteindre la perfection. L'approcher à partir d'un lieu d'autocompassion et non d'auto-attaque. Je vais maintenant vous donner le troisième et le plus important outil. C'est ce qu'on appelle la régulation de la concentration attentionnelle. C'est un concept issu de la neuropsychologie qui décrit la capacité de choisir délibérément où va votre attention. La personne hyperconsciente a une attention puissante. Le problème est qu'elle ne contrôle pas cette attention, c'est l'attention qui la contrôle. L'esprit va où il veut, vers le passé, vers le futur, vers l'analyse, vers l'inquiétude, vers le questionnement existentiel. La régulation attentionnelle est la pratique consistant à entraîner l'esprit à revenir délibérément et de manière répétée à un point de concentration choisi. Pas pour effacer d'autres pensées, mais pour établir une hiérarchie. Pour dire à l'esprit, je choisis où tu vas maintenant. Pas l'inverse. Il ne s'agit pas de méditation dans le sens de vider l'esprit. C'est un entraînement à l'attention active. C'est un exercice mental aussi concret que l'exercice physique. Et l'effet dans le temps, vous n'arrêtez pas d'avoir des pensées complexes, mais vous arrêtez de vous laisser entraîner involontairement par eux. Vous commencez à habiter plus pleinement le présent. Et c'est cela, vivre dans le présent, qui est ce qui se rapproche le plus d'un esprit comme le vôtre de ce que les gens appellent la vie simple. Il n'y a pas de simplicité sans profondeur.
C'est la simplicité d'une pleine présence dans la profondeur. Il y a une phrase de Blaise Pascal, un mathématicien et philosophe français du XVIIe siècle, qui me semble être le diagnostic le plus précis de la condition dont nous discutons ici. Il disait « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. Tout le malheur des hommes vient d'une chose, ne pas savoir rester au repos dans une chambre. Il y a 400 ans, pas de smartphone, pas de réseaux sociaux, aucune vitesse d'information du monde moderne. Et c'était déjà comme ça. L'esprit humain, en particulier celui qui réfléchit trop, a toujours fui le silence. Il avait toujours besoin de stimulation, de mouvement, d'analyse, d'un problème à résoudre. Parce que dans le silence, tu te retrouves. Et se retrouver pour de vrai, sans filtre, sans récit, sans analyse, est ce qui effraie le plus un esprit qui a passé toute sa vie à créer des couches de protection. Je vais vous demander quelque chose maintenant que je veux que vous ressentiez avant de répondre mentalement. Si quelqu'un vous enlevait la capacité de tout analyser, si soudainement votre esprit cessait tout simplement de tout traiter avec une telle profondeur, ressentiriez-vous un soulagement? Ou auriez-vous l'impression d'avoir perdu quelque chose d'essentiel sur vous-même? Pensez vraiment, parce que la réponse à cette question révèle quelque chose de fondamental sur votre relation avec votre propre conscience. Si vous ressentez un soulagement, vous utilisez la conscience comme évasion, comme contrôle, comme armure, et vous devez apprendre à l'utiliser comme un outil. Si vous ressentez une perte, vous avez déjà une relation plus saine avec elle que vous ne le pensez. Et vous devez apprendre à avoir confiance en cela, à croire que la profondeur dont vous disposez est un cadeau, même les jours où cela ressemble à un fardeau. La plupart des personnes hyperconscientes ressentiraient les deux, soulagement et perte. Et c'est la réponse la plus honnête possible, parce qu'une conscience profonde n'est pas seulement une souffrance. C'est aussi là que vous trouvez ce qu'il y a de plus vrai en vous. Le moment est venu où toute cette vidéo se développait. Vous souvenez-vous de la question que j'ai posée au début, quand je vous ai demandé que ressentez-vous lorsque vous êtes seul avec vos pensées? Maintenant, j'ai la réponse. Pas pour toi. Vous avez déjà la réponse. Mais je vais vous donner le nom. Ce que vous ressentez, c'est le frottement de la conscience contre la réalité. La réalité n'a pas été construite pour des esprits qui procèdent ainsi. La vitesse du monde, la superficialité des relations, l'acceptation de la médiocrité, le confort de l'inconscience, tout cela est en constante friction avec qui vous êtes. Et cette friction fait mal. Mais ces frictions sont aussi ce qui vous maintient réellement en vie, ce qui vous garde réel. Qu'est-ce qui vous empêche de vous endormir dans une vie qui n'est pas la vôtre? Alors, quelle est la vraie réponse? Comment vivre plus simplement sans trahir qui on est? La réponse n'est pas d'arrêter de réfléchir. C'est apprendre à choisir quand penser. Il s'agit de développer ce que les stoïciens romains, influencés par les philosophes grecs qui à leur tour influencèrent toute la philosophie française, appelaient prosoche. Faites attention à vous, pas une vigilance aussi anxieuse, comme des soins délibérés. Il s'agit d'apprendre la différence entre une réflexion productive qui mène à des idées et à des actions et une rumination qui consiste en des pensées qui tournent au même endroit sans issue. Il s'agit de construire des structures externes qui donnent à votre système nerveux la sécurité qu'il n'a jamais eue, des routines, des limites, des rituels, des espaces de silence choisis plutôt que le silence redouté. C'est apprendre à habiter le corps, pas seulement l'esprit. Parce que l'esprit hyperconcis vit souvent déconnecté du corps. Et le corps est l'encre qui vous ramène au présent. C'est apprendre que profondeur et légèreté ne sont pas opposés jetés. Que l'on peut être profond et en même temps léger. Que l'on peut réfléchir beaucoup et en même temps se reposer. Que vous pouvez être conscient et présent en même temps. Il existe un état que la psychologie positive appelle flux. L'état de flux décrit par Mihaly Csikszentmihalyi. L'état dans lequel vous êtes si complètement absorbé par une activité que la pensée analytique devient silencieuse, non pas par suppression, mais par occupation totale. Lorsque vous êtes en flux, l'esprit hyperconcis se repose enfin, pas parce que ça s'est arrêté, mais parce qu'il a trouvé quelque chose d'assez grand pour l'occuper complètement. Et voici l'idée que je veux que vous reteniez. La solution pour l'esprit qui réfléchit trop n'est pas de penser moins. C'est une pensée complètement dirigée. Il s'agit de trouver les activités, les projets, les connexions,
Les défis qui sont suffisamment grands pour s'imprégner complètement de qui vous êtes. L'esprit qui souffre est l'esprit oisif, pas l'esprit occupé. Ce n'est pas l'esprit qui est mis au défi, l'esprit qui continue de tourner sans ancrage. Et maintenant nous arrivons au moment le plus important de cette vidéo. Tout ce que j'ai dit jusqu'à présent va dans ce sens. La raison pour laquelle les personnes trop conscientes ont du mal à vivre n'est tout simplement pas un défaut. Ce n'est pas une malédiction. Ce n'est pas une erreur de configuration. Il s'agit d'une incompatibilité temporaire entre le niveau de conscience que vous avez et les structures que vous n'avez pas encore développées pour maintenir cette conscience sans être détruite par elle. La conscience est venue avant la structure. Et maintenant, vous devez construire la structure. Cette structure se construit avec la pratique et non avec la compréhension intellectuelle. Avec des actions répétées, pas avec plus d'analyse. Avec une exposition délibérée à l'inconfort de la présence, et non avec davantage d'évasion dans la pensée. C'est un chemin. Ce n'est pas une révélation qui arrive d'un seul coup. Mais vous avez déjà fait le premier pas. Vous vous êtes reconnu dans ce diagnostic. Et reconnaître est toujours le début. Je veux que tu fasses quelque chose maintenant. Justin, pensez à un domaine de votre vie où vous êtes paralysé par une analyse excessive. Où vous savez ce que vous devez faire, mais l'esprit continue de trouver des raisons d'attendre. Et il décide, pas demain, pas quand on comprend mieux, pas quand tu te sens prêt. Une petite chose, une étape minimale. Aujourd'hui, il n'est pas nécessaire que ce soit parfait. Il n'est pas nécessaire que ce soit complet. Il faut juste que ce soit réel. Parce que la vie n'attend pas que vous finissiez de l'analyser. Écrivez dans les commentaires ce qu'est cette zone. Quelle est l'étape que vous évitez? Non pas parce que je vais vous juger, mais parce qu'écrire extériorise la pensée. Et la pensée externalisée perd une partie de son pouvoir lorsqu'elle reste coincée dans votre tête. Vous verrez que lorsque vous écrivez, quelque chose change. Cela ne le résout pas, mais ça commence à bouger. Et parfois, il suffit de bouger pour sortir de là où l'on se trouve. Et si vous connaissez quelqu'un qui vit comme ça, qui réfléchit trop, qui souffre d'être trop conscient, qui semble chargé à l'intérieur même quand rien de grave ne se passe, envoyez-lui cette vidéo. Aucun commentaire, aucune explication. Envoyez-le simplement. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire pour quelqu'un est de dire silencieusement « Je te vois ». Avant de terminer cette vidéo, je dois vous dire quelque chose que les chaînes de psychologie vous disent rarement. Vous n'avez pas besoin de vous réparer. Vous devez vous comprendre. Et la compréhension mène à la structure. La structure mène à la liberté. La liberté n'est pas l'absence de conscience. C'est la possibilité de choisir comment vous utilisez le vôtre. Vous n'êtes pas un problème qui doit être résolu. Vous êtes un esprit qui a besoin de bonnes conditions pour s'épanouir. Et ces conditions, vous pouvez construire. Pas tout à la fois, pas parfaitement, mais avec intention et honnêteté envers vous-même. Je termine par une phrase que je considère comme l'une des plus honnêtes jamais prononcées sur la condition que nous explorons ici aujourd'hui. C'est d'Albert Camus, et cela boucle la boucle de ce que nous avons commencé. Il faut imaginer Sisyphe heureux. Il faut imaginer Sisyphe heureux. Sisyphe condamné à pousser un rocher sur une colline pour toujours et à le regarder redescendre pour toujours. Camus disait, et pourtant, imaginez-le heureux. Non pas parce que la situation a changé, mais parce qu'il a trouvé une relation différente avec elle. Vous continuerez à être un esprit en profonde transformation. Cela ne changera pas, mais vous pourriez y trouver une relation différente. Pas la guerre, du partenariat, pas la prison, d'outils, pas une malédiction, comme un cadeau que l'on apprend encore à recevoir. Si cette vidéo vous a vraiment touché, si à un moment donné vous avez eu l'impression que quelqu'un avait enfin nommé quelque chose que vous aviez vécu mais que vous ne saviez pas comment l'appeler, laissez un j'aime. Ce n'est pas pour moi. C'est votre signal à l'algorithme que ce type de contenu est important. Cette profondeur compte. Que tu comptes. Et abonnez-vous à la chaîne. Parce que c'est le genre de conversation que j'ai chaque semaine. À propos de la vraie psychologie. À propos du comportement humain réel. À propos des choses que vous ressentez mais que vous voyez rarement nommées honnêtement. Vous êtes arrivé jusqu'au bout. Cela en dit déjà long sur et qui tu es. Maintenant, vas-y. Il y a une vie qui attend que vous arrêtiez de l'analyser.